C'est ce pacte solennel, celui qui lie l'élu au pays, celui qui fait que le premier devoir de l'élu est le respect de l'engagement pris avec ceux qui l'ont choisi. C'est cette démarche-là de respect du suffrage universel et de la démocratie qui sera la vôtre. Et sur ce plateau, face à face, Isabelle Florennes, députée MoDem des Hauts-de-Seine, bonjour, bienvenue. Et Hervé Solignac, bonjour, député socialiste et apparenté de l'Ardèche. Alors que faut-il retenir de cette séance de questions au gouvernement? Avant d'en débattre sur ce plateau, nous retrouvons Daniel Sportiello. Daniel, vous avez suivi la séance depuis la tribune. Quels ont été les temps forts? Vous l'avez vu, en début de séance, il y a eu une violente passe d'armes entre le groupe Les Républicains et le porte-parole du gouvernement. Julien Dive, député LR du Vaucluse, ayant estimé tout de suite, d'entrée de jeu, que la colère citoyenne des automobilistes qui veulent bloquer les routes le 17 novembre était légitime, il s'est attiré cette réponse cinglante de Benjamin Griveaux. Vous voulez aggraver la situation sanitaire des enfants de ce pays. C'est faux, c'est nul, a alors hurlé la droite, et les protestations étaient telles que le président de séance, Richard Ferrand, a dû intervenir pour demander que cesse ce brouhaha. Peine perdue lorsque Mathieu Orphelin, député La République En Marche du Maine-et-Loire, a évoqué d'éventuelles futures primes à la conversion pour les automobilistes, ce sont les ex-primes à la casse. Eh bien, il s'est entendu répliquer par la droite et la pompe, et la pompe, et la pompe. La droite soutenue par Marine Le Pen qui soutient elle aussi l'initiative des automobilistes en colère. Merci Daniel Sportiello pour toutes ces précisions. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, à mardi prochain. Revenons à présent, puisque Daniel nous en parlait, de cette passe d'armes entre le député Les Républicains Julien Aubert, député du Vaucluse. On va écouter tout de suite la réponse de Benjamin Griveaux. En France, 3 enfants sur 4 sont exposés à des surdoses de pollution atmosphérique. En France, l'année dernière, 48 000 de nos concitoyens sont décédés du fait de la pollution atmosphérique. Que proposez-vous? Un ticket carburant, subventionner la pollution pour aggraver encore la situation sanitaire des enfants de ce pays. Voilà la solution qui est la vôtre. Alors, vous caressez dans le sens du poil une manifestation le 17 novembre, où vous retrouverez, à l'appel de Mme Le Pen et de M. Dupont-Aignan, vos amis politiques, sur la question du pouvoir d'achat, de la responsabilité envers les générations à venir. Nous n'avons vraiment aucune leçon à recevoir de vous. Et Julien Aubert, pour le droit de suite, nous le retrouvons tout de suite, salle des 4 colonnes. Il est avec Alice Rougerie, le député Les Républicains du Vaucluse. Oui, tout à fait. Julien Aubert qui vient de nous rejoindre. C'est à nous tout de suite. Alors, vous avez posé une question au gouvernement, question dans laquelle vous reprochez au gouvernement de répondre urgence climatique quand vous parlez urgence sociale. J'ai l'impression qu'encore une fois, la réponse de Benjamin Griveaux ne vous a pas vraiment convaincu cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il y a un peu de trahison sur la marchandise. C'est-à-dire qu'il nous dit, il me répond pollution de l'air. Mais la taxe carbone, elle n'est pas du tout centrée sur la pollution de l'air. La taxe carbone, elle est centrée sur les émissions de CO2. Donc déjà, il fait mine, si vous voulez, de confondre l'outil fiscal. Et puis, moi, je comprends bien l'objectif de toute politique environnementale. Simplement, je lui pose une question simple, c'est celle du pouvoir d'achat et de la soutenabilité par rapport à ceux qui vont travailler le matin et qui se retrouvent avec des dizaines d'euros en moins à la fin de la semaine. La taxe carbone, elle a été multipliée par 6, c'est ce que vous avez dit lorsque vous avez posé votre question. Les mesures du gouvernement pour compenser toutes ces taxes ne vont pas suffire. Non, mais en plus, il y a plusieurs effets parce que la TVA augmente mécaniquement sur ses recettes, puisqu'on fait payer la TVA sur cette taxe carbone, plus les certificats d'économie d'énergie à côté qui ne sont pas une taxe, mais qui rapportent aussi à l'État. Et à la fin, on se dit que cet argent pourrait être rendu. Donc moi, tout ce que je demande, c'est que le gouvernement écoute et rende une partie de cette manne fiscale aux Français, parce que dans la France périphérique, on a besoin de rouler pour travailler. Merci beaucoup Julien Aubert, député Les Républicains de Vaucluse, donc d'avoir été avec nous.
Merci Alice Rougerie. Isabelle Florennes, est-ce qu'on n'a pas un dialogue de sourds finalement avec d'un côté la fiscalité écologiste, de l'autre le pouvoir d'achat et de députés qui ne se comprennent pas finalement? Là, on a bien compris qu'il y avait une opposition politique sur ce sujet. Nous sommes saisis une partie de l'opposition opportunément. Effectivement, il y a une hausse du prix du carburant qui a été... mais qui n'est pas que le fait d'une taxation supplémentaire, qui est aussi le fait d'un coût du baril et d'une augmentation du coût du baril. Et comme l'a rappelé le Premier ministre, il y a par ailleurs un choix gouvernemental assumé de promouvoir une fiscalité écologique importante avec des mesures de compensation qui ont été apportées et qui vont l'être dans la deuxième partie du projet de loi de finances et sur lequel, évidemment, Groupe Modem et Apparentés approuvent ces choix tout en disant que les mesures doivent être, à mon avis, renforcées, notamment par les industriels qui, pendant des années, n'ont pas fait le choix, notamment sur les véhicules, de véhicules propres. Donc nous souhaitons que le gouvernement continue pour abonder notamment ces primes de conversion automobile. Et peu importe le pouvoir d'achat alors? C'est pas peu importe le pouvoir d'achat. Il y a des mesures de renforcement du pouvoir d'achat actuellement et les Français peuvent le constater pour les salariés sur leur fiche de paye au mois d'octobre avec les baisses de cotisations salariales. Nous avons voté vendredi et mardi le PLFSS avec le reste à charge zéro. Il y a un certain nombre de choix qui ont été faits. Effectivement, tout ça nécessite du moyen et du long terme. Et je comprends la volonté de voir des résultats à court terme. Notre politique, elle est aussi faite pour le moyen terme. Elle nécessite aussi du temps. Hervé Solignac, vous entendez ce qui vient d'être dit sur ce plateau? Est-ce que finalement ça se compense? Est-ce qu'il faut cette hausse finalement de la fiscalité, elle compense les aides, la suppression des cotisations sociales, la suppression de la taxe d'habitation? Écoutez, il faut regarder ça dans le détail, mais je ne pense pas que ça se compense. Et si l'on s'intéresse par exemple de près aux retraités du milieu rural, je peux vous dire qu'on est très 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 loin de la moindre des compensations. Vous êtes de l'Ardèche. Je suis de l'Ardèche et je suis de surcroît d'un département qui n'a pas de transport ferré de voyageurs et quasiment pas de transport collectif. Donc je peux vous dire qu'un retraité qui a pris la hausse de la CSG, qui prend l'augmentation du diesel pour sa voiture, l'augmentation du fioul, parce que beaucoup malheureusement sont chauffés par ce moyen-là, évidemment le compte n'y est pas, on en est très loin. Mais on a assisté là en réalité à un débat de démagogue. Parce que d'un côté, M. Aubert dans une forme de provocation, de l'autre côté un ministre, je le crois, extrêmement maladroit, qui était à deux doigts de l'accuser de vouloir encourager la mortalité infantile avec la pollution de l'air. Soyons sérieux. La vérité est où? La vérité est que ce gouvernement s'est mis dans une impasse budgétaire. C'est ce qu'il faut dire aux Français. Il a fallu aller chercher de l'argent. Et comme d'habitude, on est allé chercher de l'argent dans la poche des catégories modestes, voire parfois défavorisées. Et sur les 55 milliards d'euros que représentent ces taxes sur la durée du quinquennat, la réalité, c'est que ça va abonder les caisses de l'État et que seulement 15 à 20% vont servir à la fiscalité écologique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas tromperie un peu sur la marchandise quand on entend Hervé Solignac, Isabelle Florennes? Est-ce que effectivement la hausse de la fiscalité, taxe carbone, est-ce que tout ira véritablement à la transition écologique? C'est ce que nous souhaitons. En tout cas, nous l'avons dit. C'est 15 à 20%. Moi, j'ai pas les chiffres, donc ça, on le demande. Nous, on le souhaite. Groupe Modem et Apparentés, on souhaite que cet argent et que ces prélèvements aillent effectivement à la transition écologique et reviennent également aux plus modestes. C'est quand même aussi le sujet. C'est 80% des aides vont aux ménages les plus modestes et ça, c'est quand même une garantie qui nous est donnée. Maintenant qu'il faille aller plus loin, je crois que c'est un sujet. Quand on fait l'acquisition, on voit bien que ces mesures de transition écologique, elles recueillent un franc succès. L'année dernière, la prime de conversion a utilisé l'intégralité du bonus écologique. Le gouvernement a réabondé le bonus écologique en septembre. Pardon ? Ça ne concerne pas les plus modestes. Alors, je suis bien d'accord. J'appartiens à la métropole du Grand Paris. Je suis une élue métropolitaine. La question, effectivement, n'est pas la même. J'en ai bien conscience dans les milieux ruraux que vous représentez. Nous, on a d'autres sujets
dans les questions, dans les métropoles. Et on a la question du transport propre, on a ces questions. Là, il y a un vrai effort à faire. Je pense que quand je vous parle de métropole, ça veut dire de transpartisan, ça veut dire qu'il faut aller plus loin que les oppositions stériles idéologiques. Je crois par exemple que ce qui a été signé à Arras et avec la communauté urbaine d'Arras la semaine dernière, quand M. Lecornu était encore ministre de la Transition écologique, en secrétaire d'État de la Transition écologique, des mesures, des contrats de transition écologique entre les collectivités et l'État vont dans le bon sens. Alors, il faut que tous les acteurs participent aussi à ce sujet. Et là, il y a des bonnes mesures qui ont été prises par le gouvernement et par les collectivités qui se sont engagées également à soutenir les projets de transition écologique. Donc je pense qu'il y a tout un arsenal de mesures qui est sur la table. Je pense qu'il faut quand même continuer à discuter, que le Parlement a son rôle à jouer. Je considère qu'au-delà de ces sujets-là, nous devons envisager ces questions dans le long terme avec peut-être plus de construction. Alors, comme on est au moment de l'examen du budget, ça se verra peut-être. En tout cas, il y a une volonté, une politique affichée par le gouvernement et par le Premier ministre. On va écouter justement Édouard Philippe qui répondait à une question de Bertrand Pancher. Il est coprésident du groupe Territoire et Liberté. Il y a quelques semaines, quelques mois, l'actualité était marquée par l'émotion suscitée par le cri d'alarme lancé par Nicolas Hulot. Nous voyons et nous partageons tous ce constat, je crois, que notre monde est en train de se transformer et il est en train de se transformer dans un sens qui n'est pas le sens que nous souhaitons, qui est un sens qui est dangereux pour la nature, pour l'humanité, pour nous-mêmes. Il est préférable, compte tenu des enjeux actuels, de faire peser la fiscalité sur le carbone plutôt que sur le travail. C'est assez facile à formuler, Monsieur le Président. C'est redoutablement difficile à faire et à assumer. Et il se trouve, Monsieur le Président, que ce gouvernement, cette majorité, conformément aux engagements qui ont été pris, assume cette position. Il n'y aura pas d'effet magique pour lutter contre le climat. Est-ce qu'il n'y a pas, Hervé Solignac, urgence à faire cette transition écologique pour nos enfants, pour nos petits-enfants? Si, mais faisons-la. Le Premier ministre est très habile en la matière. Pourquoi? Parce qu'il pose le bon diagnostic. L'urgence est là. Les inquiétudes sont légitimes à l'égard de la santé, à l'égard des atteintes portées à la biodiversité et de tout ce que l'on peut imaginer s'agissant des émissions de CO2 et de leurs conséquences. Mais ne faisons pas croire que ce qui est ponctionné dans la poche des Français va servir la transition écologique, parce que pour 80% de ces moyens-là, ça n'est pas le cas. Et on ne peut pas, et ça le Premier ministre ne le dira pas, voter la fin de l'ISF, voter une flat tax, s'apercevoir qu'on a fait des cadeaux aux plus riches, qu'on ne peut plus boucler un budget et qu'il faut aller chercher dans la poche des plus modestes de l'argent. Il ne s'agit pas là d'une politique qui vise à aller ambitieusement vers la transition écologique, sinon Nicolas Hulot serait encore là. Vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que les territoires sont affectés, plus particulièrement les retraités et les territoires. Est-ce qu'il y a suffisamment de compensation pour eux? Non, moi je pense pas, justement. Je pense qu'il faut encore discuter sur les mesures de compensation et c'est ce que je pense, Bruno Comme Le Maire. le doublement de la prime à la conversion, par exemple, pour l'achat d'une voiture propre, par exemple, je pense qu'il changer faut, sa chaudière. Moi, je pense que les industriels ont une partie de responsabilité dans le retard qui a été pris et dans le fait qu'on soit dans cette urgence actuellement. Et donc là, je souhaite, et nous souhaitons, que les discussions avec les industriels pour un abondement supplémentaire puissent être faits. Également, dans un certain nombre de mesures, nous allons proposer avec mon groupe, notamment des primes à l'installation. Alors vous dites, ça concernera peut-être pas complètement les territoires ruraux, mais en tout cas, ça concerne les métropoles, parce que c'est bien beau de promouvoir les véhicules électriques, mais moi, je suis confrontée au sujet. J'ai fait cette transition, si on peut dire. Je me suis équipée d'électrique. Il y a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de borne unifiée, il n'y a pas de borne de recharge, il n'y a pas de pression. Il y en a beaucoup. Bon, voilà. Bah alors c'est très bien, vous avez fait le travail. Malheureusement, en région parisienne, le travail n'est pas encore fait. J'ai demandé au président de la métropole du Grand Paris, qui m'a dit c'est être saisi du sujet. Je souhaite que la maire de Paris le fasse également, parce que c'est bien beau des discours, mais après c'est des actes, c'est du quotidien pour les Franciliens qui ont besoin maintenant de trouver des alternatives, notamment écologiques. Donc ça, je veux dire, c'est du quotidien aussi pour les Franciliens. Alors vous, Hervé Solignac, vous êtes opposé à cette politique-là. Ça veut dire que vous irez manifester le 17 novembre aux côtés du Rassemblement national, de Nicolas Dupont-Aignan ou pas?
Aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan, certainement pas. Mais je ne vois pas quelle est la récupération de la part de M. Nicolas Dupont-Aignan. J'ai beaucoup d'amis qui ont voté pour moi, qui n'ont jamais voté pour Nicolas Dupont-Aignan et qui continueront certainement, j'espère, à voter pour moi et qui seront là le 17 novembre. Moi, je n'ai pas à encourager les Français à descendre dans la rue, mais je n'ai pas non plus à les dissuader. Et je pense que s'ils sont mécontents, c'est qu'ils ont de bonnes raisons. Elles sont nombreuses, ces bonnes raisons. Nous parlions tout à l'heure de la responsabilité de nos citoyens en matière de transition écologique. Ils voient bien, nos citoyens, que les gros pollueurs, eux, ne s'intéressent pas beaucoup à eux. Quid de Total qui, par exemple, a eu à nouveau des permis de prospecter en Guyane avec des grosses interrogations sur la biodiversité. On pourrait décliner comme ça les exemples à l'infini. Et donc, on est là dans une politique de 2 poids 2 mesures. Certains paraissent épargnés, et notamment les lobbies, et les citoyens les plus aisés. Et puis d'autres paraissent être des vaches à lait à l'infini. Je crois que ce sont ceux-là qui, le 17 novembre, seront dans la rue. Alors, on s'arrête sur un autre temps fort cet après-midi dans l'hémicycle. C'est notamment la réforme de la fonction publique avec l'embauche de contractuels qui sera encouragée. On va écouter la réponse d'Olivier Dussopt à une question de la députée La République En Marche, Émilie Chalas. La question s'adresse à monsieur Olivier Dussopt. Nous avons 4 orientations. D'abord, simplifier le dialogue social pour faire en sorte à la fois d'être plus efficace, mais aussi de protéger l'intégralité des droits des agents, parce que nous sommes convaincus que donner plus de souplesse dans la gestion des carrières et des agents, c'est aussi une manière de servir et de répondre aux attentes des agents publics. Nous avons aussi la volonté de pouvoir individualiser la rémunération des agents publics pour tenir compte de leur engagement. Nous voulons aussi donner plus de liberté, tant aux employeurs qu'aux agents en matière de recrutement. Cela signifie élargir les conditions de recrutement au contrat. Ça n'est pas remettre en cause le principe général de l'occupation des emplois permanents par des agents titulaires, mais c'est faire en sorte que les dérogations prévues à ce principe soient suffisamment larges pour nous donner plus de souplesse dans la gestion des carrières, dans la gestion des organisations. Et puis enfin, nous voulons favoriser les mobilités professionnelles, donner des possibilités de formation, accompagner les reclassements et la transition. Et j'aurai l'honneur de présenter devant vous un projet de loi en ce sens au premier semestre. Hervé Solignac, il y a besoin de plus de souplesse dans la fonction publique pour améliorer l'efficacité ? On a assisté là à un exercice qu'on a l'habitude de voir, une députée de la majorité qui interroge un membre du gouvernement et qui, au fond, ne traite pas du vrai sujet dans la fonction publique. Parce que comment ne pas être d'accord avec ce que vient d'évoquer Olivier Dussopt ? Plus de dialogue social, améliorer le sort des contractuels, améliorer les process de recrutement, très bien. Plus de contractuels. Mais je ne suis pas fondamentalement hostile. Dans certaines fonctions publiques, et je pense notamment à la fonction territoriale, dans des cas encadrés, à la possibilité, il y en a déjà beaucoup. et il y en a déjà beaucoup, de recruter des contractuels. Attention cependant à la fonction publique d'État, la justice, les hôpitaux, la sécurité, à ne pas ouvrir cette brèche-là. Mais le vrai sujet, c'est pas celui-là. Le vrai sujet, c'est le nombre d'infirmières que nous avons au pied du lit et qui sont manquantes, le nombre de personnels dans les EHPAD, le nombre de magistrats qui manquent. Donc derrière tout ça, la volonté de supprimer 120 000 postes, dont 50 000 dans la fonction publique d'État. Voilà, c'est celui-là le vrai sujet. C'est pas de savoir comment on va améliorer le sort des contractuels, même si je ne le néglige pas et je ne veux pas le faire passer au second plan. Mais les Français, ce qu'ils attendent, c'est d'être bien soignés, c'est d'être bien protégés, c'est d'être bien éduqués. Et donc cette question-là, malheureusement, elle n'est pas du tout évoquée ni abordée. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas justement la volonté de supprimer les postes dans la fonction publique et c'est un moyen de s'y prendre finalement? Il y a une nécessité d'adapter la fonction publique. Hein. Ça, c'était dans le programme présidentiel et le gouvernement est face à une réalité qui est celle de l'adaptation de la fonction publique aux nouvelles missions de l'État et évidemment des collectivités territoriales. Moi, je suis moi-même fonctionnaire territorial et dans une collectivité qui applique depuis un certain nombre d'années et qui était une des premières à mettre en place la prime au mérite. Et c'est passé par un dialogue social important et qui a été bénéfique pour l'ensemble des agents et également pour le dialogue avec les contractuels au sein de la municipalité. Maintenant, moi, je pense qu'il y a un vrai sujet. Moi, je pointe quand même là-dessus et je mets en garde le gouvernement sur la contractualisation, notamment dans l'éducation nationale. C'est un sujet que je connais un petit peu localement. Continuer à embaucher au statut ? Eh bien oui. En tout cas, il faut renforcer la formation. Je pense au personnel d'une partie de ma circonscription qui est celle de Nanterre, où là, se sont développés de façon, à mon avis, trop importante le recours aux contractuels dans l'éducation nationale. Malheureusement, pas suffisamment formés face à des publics parfois difficiles. Et là, je dis attention.
attention, dans cette fonction publique, vous en évoquiez une autre qui est effectivement le recrutement. Et là, de personnel hospitalier notamment, là, il y a un problème d'attractivité. Il faut donner des perspectives également de carrière et surtout de formation. Et donc là, il y a des sujets qui, j'espère, et je fais confiance à Olivier Dussopt pour en parler, puisqu'il engage le travail, et que c'est, j'espère, en tout cas avec les parlementaires sur le plan 2022, une co-construction qui est souhaitable. Bon, on vous a mis d'accord sur ce plateau. Merci à tous les deux d'être venus. Isabelle Florennes, députée MoDem des Hauts-de-Seine, et Hervé Solignac, député socialiste et apparenté de l'Ardèche. C'est la fin de questions d'actualité. Très bonne suite de programme sur LCP. J'aurai le plaisir de vous retrouver mardi prochain pour une nouvelle séance de questions d'actualité.